Franck Ferrand nous emmène aujourd'hui un peu plus de 2 siècles en arrière. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Voici l'un des épisodes les plus dramatiques de toute la saga napoléonienne. Vous allez voir aujourd'hui qu'en politique, les grandes transformations font toujours des victimes. On a besoin, vous savez, de boucs émissaires. Et le bouc émissaire, en l'occurrence, c'est le duc d'Enghien. Le duc d'Enghien, ce jeune prince qu'on est allé traquer, arrêté à l'étranger pour l'exécuter sommairement dans les fossés du château de Vincennes. Alors y a-t-il une raison à ce crime d'État? C'est la question que nous allons nous poser et que nous allons traiter en bonne compagnie aujourd'hui, puisque j'ai invité Jean Tullard et Jean-Marie Roire. De la pluie, des rafales de vent comme aujourd'hui, un ciel bas, sombre, il fait froid de surcroît, ce 12 février 1804, et la sinistre prison du Temple, où ont été incarcérés 12 ans plus tôt Louis XVI et Marie-Antoinette, cette grosse tour médiévale est encore plus sinistre que d'habitude. Un gardien qui fait sa ronde en se frottant les bras perçoit soudain comme un murmure une sorte de râle en provenance d'une des cellules. Alors il ouvre le Judas comme on fait et il découvre un prisonnier pendu par sa cravate au barreau du soupirail. L'homme est à la dernière extrémité mais il paraît jouir d'un reste de vie. Alors le gardien appelle à l'aide, il ouvre, se précipite, il soulève le pendu, on accourt, on s'agite et non sans mal, on parvient à ranimer le malheureux. Ce prisonnier qui a manqué son suicide et revient de cette façon de la mort s'appelle Bouvet de Lauzier. C'est un royaliste bon teint. La police de l'époque appelle ça un bandit. Il a été arrêté le matin même rue Saint-Sauveur, pas loin de Saint-Eustache. On a déjà eu l'occasion de l'interroger sans aucun ménagement. En temps normal, on l'aurait sans doute relâché. Seulement voilà, l'époque est à l'inquiétude, pour ne pas dire à la paranoïa. On vient d'arrêter Quérel, un complice du chouan Cadoudal, ennemi public du régime depuis des années, et la police de Bonaparte, sous les ordres du conseiller d'État Réal, remonte les chevaux de tout ce qui peut apparaître comme les différentes branches d'une nouvelle conspiration. Il s'agit de mettre sous les verrous tous les agents royalistes à la solde de l'Angleterre. Cela fait du monde. Selon le mot de Fouché, Fouché à l'époque a été un peu écarté de son ministère de la police, il y reviendra très vite. Selon Fouché, l'air est rempli de poignards. Notre Bouvet est encore un peu comateux, on vient juste de lui retirer sa cravate. On en profite pour le cuisiner de plus belle et voici les mots qu'il aurait prononcés, si l'on en croit du moins le procès-verbal d'interrogatoire. Un homme qui sort des portes du tombeau, encore couvert des ombres de la mort, demande vengeance de ceux qui par leur perfidie l'ont jeté dans l'abîme où il se trouve. Drôle de prose tout de même de la part d'un tel rescapé. Comme l'a écrit jadis le grand chroniqueur Gosselin le Nôtre, ce n'est point la prose d'un pendu. Qu'importe, l'essentiel est ailleurs, car ce que Bouvet apprend aux policiers, c'est que les conjurés, pour agir contre Bonaparte, attendent l'arrivée clandestine sur le sol français d'un prince de la famille de Bourbon. Un Bourbon? Quel Bourbon? Réal s'inquiète, il ordonne qu'on renforce la surveillance dans les ports de la Manche. Un prince de Bourbon et pourquoi pas ce duc d'Enghien, le plus jeune descendant des princes de Condé que des informateurs ont localisé à Ettenheim en pays de Bade. Le préfet du Bas-Rhin, le département limitrophe, se voit confier la mission urgente de vérifier que le duc d'Enghien se trouve bien toujours à Ettenheim. Alors que fait-il, ce préfet? Il dépêche un gendarme qui se rend sur place, qui interroge un aubergiste. L'aubergiste lui parle du marquis de Thumery, mais le gendarme lui a compris qu'il s'agissait du général Dumouriez, parce que l'aubergiste est allemand, bien sûr, il parle avec un fort accent. Tragique méprise, car cette fausse nouvelle du bureau du préfet passe à celui du ministre et des mains du ministre à celle du premier consul. Et cette fois, Bonaparte voit rouge. Dumouriez, hurle-t-il dans son cabinet du palais des Tuileries. Dumouriez, incroyable. Suis-je donc un chien qu'on pourrait assommer dans la rue, tandis que mes meurtriers sont des êtres sacrés? Cette fois, en m'attaquant au corps, je rendrai guerre pour guerre, je saurai punir les complots. La tête du coupable m'en fera justice. Et nous sommes précisément avec Franck au cœur de l'année 1804 sur Europe 1. Au début de cette année, vous avez bien compris, Julia, que Napoléon Bonaparte ne décolère plus. Or voilà que le lendemain de cette fameuse colère, lorsqu'il apprend que le général Dumouriez pourrait se trouver avec le duc d'Enghien en pays de Bade, le lendemain même, Cadoudal en personne est arrêté à Paris avec son ami l'Éridan, après toute une course-poursuite à travers le quartier des Écoles, en plein quartier latin. L'Éridan est interrogé à son tour. Lui aussi parle d'un prince de 35 ans, un prince qu'il dit mince, blond, élégant.
En vérité, il parle du prince de Polignac. Sauf que dans l'entourage du premier consul, on n'est plus à une gaffe près dans cette histoire, et on en est certain, celui que désigne l'Éridan, l'âme du complot, ce serait le duc d'Enghien. Bonjour Jean Tullard. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir pour parler d'un sujet qui vous concerne au premier chef, évidemment. On est dans ce début d'année 1804, à quelques semaines seulement d'un changement de régime capital. Ça va bientôt devenir l'Empire. On est encore sous le consulat à vie. Et la paranoïa, si je puis dire, est à son comble. Bonaparte se sent menacé. La paranoïa est à son comble parce que l'on sent qu'on va vers un dénouement. Tout le monde savait depuis 1789 que la révolution finirait sur un coup d'État militaire par un général. Fallait bien que ça finisse un jour. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'exemple de l'Angleterre et qu'il y avait, après l'exécution de Charles Ier, la dictature de Cromwell pensait à Robespierre et puis Monck qui rétablissait les Bourbons. Alors en 1804 encore, mais pour au moins deux hypothèses, il y a trois possibilités pour finir cette révolution. Parce qu'il faut quand même la finir. Elle n'est pas finie en 1804, elle continue. La première solution, c'était la solution de Fouché, de maintenir la République et protectrice de toutes les conquêtes faites, l'égalité, la vente des biens nationaux, etc., avec un consul élu qui aurait été renouvelé. C'était la solution républicaine. Fouché a échoué, il y a eu le consulat à vie, et avec la paix d'Amiens, il a été disgracié de façon très enveloppée. Oui, on a aménagé sa susceptibilité. Oui, on a estimé qu'avec la paix d'Amiens, il n'y aurait plus de complot royaliste avec l'Angleterre, donc il n'y avait plus besoin d'un ministre de la police, et donc on a supprimé le ministère de la police et on a proposé à Fouché un poste au Sénat. Donc la solution républicaine, elle a vraiment du plomb dans l'aile. La deuxième solution, c'est celle qui est dans l'air au moment, et c'est celle de Talleyrand, c'est l'orientation vers un régime monarchique avec une nouvelle dynastie qui serait la dynastie des Bonaparte. Avec un petit problème, c'est que Bonaparte n'a pas d'enfant. De Joséphine, il n'a pas d'héritier. Pour créer une dynastie, c'est ennuyeux. On a bien un consul à vie pour l'instant, mais qui n'est pas héréditaire. Le transformer en souverain héréditaire, c'est quand même un petit peu embêtant, mais il y a toujours les possibilités d'adoption. Ça, c'est la deuxième solution. Et puis, il y en a une troisième, c'est celle qu'on attendait plus tôt, la restauration des Bourbons. Or, avec la paix d'Amiens, les intrigues royalistes, il y avait eu l'explosion de la machine infernale, il y avait eu plusieurs complots, ont été arrêtés. Mais en 1803, la rupture de la paix d'Amiens avec l'Angleterre libère en quelque sorte les chouans, les intrigues royalistes. Parce qu'il faut dire que tous ces chouans, tous ces royalistes qui visent au complot contre Bonaparte sont en grande partie financés par l'Angleterre. Et sont réfugiés là-bas, bien sûr. Donc l'Angleterre ne pouvait pas les laisser repartir. Donc, avec la rupture de la paix d'Amiens, les intrigues royalistes reprennent, on remet dans l'air la restauration de Louis XVIII, et c'est par quoi vous avez commencé presque. Cadoudal débarque. Il débarque pas cette fois pour réveiller la chouannerie, il débarque pour préparer un gros coup contre Bonaparte, gros coup qui, par l'enlèvement, parce que ça c'est un peu pudique, en réalité par l'assassinat de Bonaparte, permettrait à un prince de venir à Paris, appuyer sur l'armée, s'appuyant sur le général Moreau et le général Pichegru, et donc ce prince arriverait à Paris et proclamerait le retour des Bourbons. Alors, question, comment expliquer que l'attention des services de police du premier consul s'oriente directement vers ce prince exilé en Pays de Bade, vers le duc d'Enghien, qui donc est le dernier descendant de la prestigieuse lignée des Condé? Alors, vous l'avez dit parfaitement, Fouché disgracié, le ministère de la police supprimé, il n'y a plus de police efficace. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il y avait un ministre de la police et à Paris un préfet de police. Désormais, il n'y a plus de ministre de la police est rattachée, ma voix s'en étrangle, au ministre de la Justice, au grand juge. On connaît la confusion des genres entre la justice et la police, c'est une folie incompréhensible. Et donc, il n'y a plus, Fouché n'est pas remplacé, on aurait pu maintenir le ministère et écarter Fouché.
Dubois, le préfet de police, est profondément déçu parce qu'il avait espéré le poste. Et tout fonctionne désormais très mal, au point que Querelle, que vous avez évoqué, ce Chouan qu'on arrête, il reste plusieurs mois en prison sans qu'on pense même à l'interroger. Et c'est tout à fait par hasard que l'on va découvrir qu'il y a une conspiration, mais très dangereuse pour le régime, parce que non seulement il y a Cadoudal, il y a Pichegru, qui s'est évadé, qui avait été fructidorisé, mais qui conserve une certaine popularité dans l'armée républicaine. Et surtout, il y a le personnage clé, le général Moreau, le rival en gloire de Bonaparte, le vainqueur de Hohenlinden. Alors ce climat de très grande incertitude lié à la pagaille qui règne au sommet de l'État et notamment dans la police vont faire une victime, et cette victime va devenir une victime emblématique, c'est ce duc d'Enghien. Qui a décidé d'abord de s'en prendre à lui? Comment est-ce qu'on est allé l'arrêter? C'est ce que nous voyons dans un instant. Revenons-en à notre duc d'Enghien, qui se trouve donc en pays de Bade. C'est pas encore le Grand-Duché de Bade, qui sera créé en 1806, évidemment, après l'Empire. Là, pour l'instant, c'est quand même un pays étranger, il faut bien le dire, Jean C'est Tullard. un pays qui fait partie du Saint-Empire romain germanique, qui a un souverain qui est un pays étranger. Un margrave, en l'occurrence. Le duc d'Enghien est parfaitement à l'aise sur ce territoire. Il n'y a pas de guerre entre Bade et... Qui est-il, ce duc d'Enghien? Il faut peut-être le présenter. Alors, c'est le descendant du grand Condé. C'est le fils du prince de Condé qui a dirigé, et c'est important, les armées des émigrés contre la Révolution française. Et le duc d'Enghien a servi lui-même les armes à la main contre les armées de la Révolution. C'est pas que l'armée de Condé ait été très redoutable. Mais enfin, bon, il a servi les armes à la main. Et pour l'instant, il file le parfait amour à Il a Bade. 32 ans. Oui, il est très jeune. C'est un bon jeune homme, pas ni un aigle au point de vue politique, ni même au point de vue militaire. C'est un bon descendant du grand Condé, mais tout à fait anodin. Personne ne pense immédiatement que le duc d'Enghien est un danger pour le régime en place. Et ce jeune homme qui vit donc en émigration ne se doute pas qu'on est en train de monter contre lui une énorme opération de police. Ah ben non, sinon, parce qu'il faut signaler aussi que Bade, c'est tout de même à proximité de la France. Proximité immédiate, oui. Proximité immédiate. Donc, et à ce moment-là, s'il savait, il aurait toutes les possibilités de fuir. Donc, et il ne complote absolument pas. On n'a pas trouvé de preuves formelles qu'il était à la tête de la conspiration, qu'il était le prince que l'on devait faire venir à Paris pour proclamer Louis XVIII. En réalité, ce prince, ou bien c'était Polignac, comme vous l'avez dit, il y a eu une confusion avec le prince de Polignac, ou alors c'était celui qu'on attendait, qui déjà n'était pas venu à Quiberon, c'est le comte d'Artois. Comte d'Artois, qui est le plus jeune frère de Louis XVI. Et quand Cadoudal, accueillant Pichegru et autres, s'aperçoit qu'il n'y a pas le comte d'Artois qui ne s'est pas joint à eux, il a ce mot « nous sommes perdus ». Car il faut qu'il y ait un prince pour que vraiment le complot réussisse. Est-ce que c'est Bonaparte lui-même qui décide d'aller se saisir de la personne du duc d'Enghien hors du territoire français? Non, il est premier consul certes, mais il y a 2 autres consuls qui ne comptent pas. Mais on réunit un conseil exceptionnel où figurent les 2 autres consuls, le premier Cambacérès, qui régicide sans l'aide tout en l'étant, parce qu'on n'a jamais bien ce sont compris, ceux qui ont voté la mort de Louis XVI. Qui ont voté la mort de Louis XVI à la Convention. Et Lebrun, qui est tout à fait anodin. Et puis, il y a M. de Talleyrand, qui est ministre des Relations extérieures, et donc ça le concerne parce que c'est le territoire de Bade. Et puis, il y a Fouché qui rentre en grâce parce que Bonaparte s'est aperçu de l'erreur qu'il avait commise. Il a bien mis Réal à la tête d'une sorte de police, mais Réal est un très bon policier, mais c'est surtout un homme affiche, c'est pas un homme vraiment d'action. Donc on fait appel à Fouché, et puis il y a aussi un personnage clé que l'on oublie dans l'affaire, qui est celui qui va permettre la réussite de tout, c'est Murat. Car Murat est gouverneur militaire de Paris. Or, quand on décide l'arrestation du duc d'Enghien, on vient déjà d'avoir arrêté le général Moreau. Et on va arrêter Pichegru, qui lui est hors la loi, mais enfin, qui a été un général républicain. Donc, on ne sait pas comment va réagir la garnison de Paris. Et c'est Murat qui la tient.
et qui la tient bien. On accusait par la suite Murat d'avoir trahi Napoléon en 1814, mais là, il est vraiment celui qui est déterminant. L'armée ne bouge pas. Alors dans la nuit du 14 au 15 mars 1804, donc à Ettenheim, dans ce pays de Bade, tout près de la frontière française, 1 millier de gendarmes sont sur le pied de guerre. C'est une intrusion qui est totalement contraire au droit international. C'est une violation du droit international, c'est incontestable. Cela dit, il y aura ensuite d'autres enlèvements, fameux du colonel Argus ou le général de Gaulle. Donc c'est une pratique. Alors là, en l'occurrence, on fait une expédition. Oui. On tombe littéralement sur ce pauvre duc d'Enghien, on le colle dans une voiture, dans une berline, on l'envoie à Strasbourg et de Strasbourg vers Paris. Vers Paris, voilà, c'est sous l'ordre du colonel Ordener. Et le colonel Ordener va faire donner le maximum, on change les chevaux à chaque relais, on va le plus vite possible pour arriver en 60 heures dans la capitale. Que va-t-il advenir du duc d'Enghien? Tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de France diront que le suspense n'est pas très, très important. Et cependant, on ne peut pas s'empêcher d'avoir quand même, en pensant à cette affaire, un léger pincement au cœur. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit consacré maintenant sur Europe 1 à l'exécution du duc d'Enghien. Ce duc d'Enghien a été donc enlevé, disons-le, en pays de Bade, et maintenant sa berline avale, bride abattue, en seulement 60 heures, la route de Strasbourg à Paris. Elle franchit la barrière de la Villette le 20 mars 1804, à 1 heure de relevée, nous dirions-nous à 13 heures. Du reste, à Paris, on utilise encore le calendrier révolutionnaire. On est donc le 29 Ventose en 12. C'est ainsi qu'on parle. En vérité, déjà, on commence à reparler on commence à réutiliser le calendrier grégorien. Mais pas officiellement. Le duc d'Enghien est calme, il est sous l'étroite surveillance d'un lieutenant de gendarmerie, il voudrait bien savoir où on l'emmène. La route l'a épuisé, vous imaginez, elle lui a rompu le dos, on lui a servi ses repas dans la voiture pour ne pas perdre de temps, c'était vraiment fouette cochée, il fallait avancer. Le jeune prince, on l'a dit, il a 32 ans, traverse donc Paris un peu éberlué, avec sur les genoux son petit chien, qui s'appelle Moïlov, c'est un carlin café au lait à la face aplatie, vous savez, toute noire, c'est très gentil les carlins. On mène d'abord la berline du duc d'Enghien rue du Bac jusqu'au ministère des Relations extérieures où réside donc Talleyrand. On attend dans une cour pendant des heures sans rien savoir. Et on a l'impression quand même d'un certain flottement autour de toute cette opération. Et puis à 5 heures, nouveau départ avec d'autres chevaux. La voiture se remet en route direction l'est de la capitale. Cette fois, le jour décline. Des tours, un donjon qui se découpe sur le ciel gris déjà presque noir. Louis-Antoine, c'est son prénom, a reconnu Vincennes. Il ne peut s'empêcher de sourire, ironiquement, parce que jadis déjà, c'est à Vincennes qu'on avait enfermé son ancêtre, le Grand Condé. Le prisonnier d'État est reçu par le gouverneur de la forteresse. C'est le chef de bataillon Harel, un ancien jacobin, qui le conduit au premier étage de la Tour du Bois. La Tour du Bois, vous savez, c'est cette espèce de pavillon d'entrée qui est dans la cour d'honneur, entre le pavillon du roi et le pavillon de la reine. Et dans la salle où on le conduit, crépite un bon feu, ce qui fait que Louis-Antoine se réchauffe, il s'assied, Moïlov à ses pieds toujours. Et il devine dans le crépuscule les frondaisons du bois de Vincennes. Et il se dit que pour peu que le premier consul soit compréhensif, on va peut-être le laisser chasser le lièvre dans ses taillis réputés. Ça lui fera de l'exercice, se dit-il. Harel revient, il conduit le prince jusqu'au pavillon du roi. Donc quand vous regardez du côté du donjon, c'est le grand pavillon qui se trouve sur la gauche de la cour d'honneur. Et dans ce pavillon du roi, on a préparé pour le duc d'Enghien une chambre spartiate, disons-le. Le prince y partage un léger repas avec son carlin, et puis tombant de fatigue, il se jette sur le lit et sombre aussitôt dans un profond sommeil. Moïlov s'est pelotonné dans le giron de son maître. À la même heure, chez la princesse de Luynes, un invité s'approche du ministre des Relations extérieures de Talleyrand et lui demande ce qu'on va faire de ce prisonnier qui est arrivé à Paris et qu'on a conduit à Vincennes. Le ministre relève la tête et il répond calmement « On le fusillera ». Le cher André Castelot, que j'aime à citer à ce micro, a décrit avec beaucoup de finesse les scènes qui vont survenir maintenant et qui figurent parmi les plus choquantes peut-être de toute l'épopée napoléonienne. Il faut dire que tous les officiers qu'avait désignés Murat
à l'instant même, Jean Tullard nous en parlait, ces officiers sont arrivés peu à peu à Vincennes. La liste au départ a été visée bien entendu par Bonaparte, c'est naturel. Ils se sont réunis à la Tour du Bois et on est en train de transformer le salon dont je vous parlais tout à l'heure, en une sorte de salle de tribunal improvisée. Qu'est-ce qu'on leur veut ? Ces officiers eux-mêmes ne le savent pas réellement. Tout le monde se pose des questions dans cette affaire, à commencer par le général Hulin qui va présider la cour, si tant est qu'on puisse parler de cour. Vers minuit, on réveille le prince. Je vous ai dit qu'il s'était endormi. Il dormait profondément. Des officiers, des gendarmes entrent dans sa chambre. « Pourquoi si tôt ?» demande-t-il. « Le jour n'est même pas levé. On va vous juger. Et sur quoi ? Sur ce que vous avez voulu assassiner le premier consul. » Là, le duc d'Enghien ne comprend vraiment plus ce qui lui arrive. « Voyons, voyons, dit-il. Il se lève, il s'habille. Il me semble que quelques heures plus tard, vous aurez convenu. Et à moi aussi, je dormais si bien, dit-il. » On sort donc, tout le petit groupe traverse la cour. Il faut imaginer la pluie qui ne cesse pendant tout cet épisode historique. L'interrogatoire commence. Alors le duc d'Enghien raconte sa vie. Il reconnaît qu'il touche une pension de l'Angleterre, mais par ailleurs ses biens ont été confisqués par la République, comme beaucoup de biens, comme tous les biens d'émigrés. Il affirme qu'il n'a jamais été en contact avec Cadoudal, ni avec Dumouriez du reste, et qu'il n'a participé à aucun complot. À ce moment-là, on peut dire que le pouvoir à Paris, l'exécutif est parfaitement au courant, sait très bien qu'il n'y a pas de général Dumouriez dans cette affaire. Mais on continue. L'interrogatoire se termine. On tend au duc d'Enghien la plume pour qu'il signe. Avant de signer le présent procès verbal, écrit-il, je fais avec instance la demande d'avoir une audience particulière avec le premier consul. Mon nom, mon rang, ma façon de penser et l'horreur de ma situation me font espérer qu'il ne refusera pas ma demande. Alors là, les juges, si je puis dire, délibèrent. Ils se demandent s'il faut transmettre la demande au premier consul. Finalement, c'est Savary qui va intervenir dans cette affaire. Il va jouer un rôle absolument essentiel, le futur ministre de la police, le futur duc de Rovigo. Il s'agit, dit-il, messieurs, de juger sans désemparer, ordre du premier consul. Alors on ne transmet rien à Bonaparte. Le prince est introduit dans la pièce et l'interrogatoire cette fois de procès commence. « Avez-vous pris les armes contre la France ?» demande le général Hulin. « Regardez-moi, répond le duc d'Enghien, je suis un Bourbon. C'est vous qui avez tiré les armes contre moi. J'ai soutenu les droits de ma famille. Un Condé ne peut rentrer en France que les armes à la main. Ma naissance, mon opinion me font à jamais l'ennemi de votre gouvernement. » Alors, continue l'interrogatoire et Hulin pose la question du complot de Cadoudal, qui est la grande affaire du moment, vous l'avez compris. Vous ne parviendrez jamais à nous faire croire, dit Hulin, que vous étiez indifférent à des événements dont les conséquences devaient être capitales pour vous. Monsieur, je vous comprends très bien, répond le duc d'Enghien, si l'on en croit le procès verbal. Mon intention n'était pas d'y rester indifférent. J'avais demandé à l'Angleterre du service dans ses armées, et elle m'avait fait répondre qu'elle ne pouvait m'en donner, mais que juste à rester sur le Rhin où j'avais incessamment un rôle à jouer et j'attendais. Et là, quand même, le duc d'Enghien réalise peut-être qu'il est allé loin dans les révélations qu'il vient de faire à la cour improvisée. « Monsieur, dit-il, je n'ai plus rien à vous dire. » Alors le conseil délibère, délibération rapide, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous imaginez évidemment quelle va être la décision des juges. La mort était décidée bien avant cette parodie de justice, la mort est prononcée. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit sur Europe 1 qui nous relate la mort du duc d'Enghien. Les juges commandités par le pouvoir viennent donc de décider de la mort du duc d'Enghien. Lui n'est pas au courant. On l'a fait sortir de la salle au moment des délibérations et c'est Harel qui vient le chercher, qui lui dit « Monsieur, veuillez me suivre s'il vous plaît ». Alors il sort avec quelques gendarmes, on porte des lanternes, évidemment, il fait encore nuit noire. Il faut imaginer des trombes d'eau qui s'abattent sur le château de Vincennes ce jour-là. On sort de la cour d'honneur, on se retrouve dans cette espèce d'esplanade qui sépare le donjon à main gauche de la Sainte-Chapelle de Vincennes. Et là, on s'en va vers la droite, vers une espèce de grosse tour médiévale qui s'appelle la tour du diable. C'est au moment où le petit groupe pénètre dans cette tour du diable et entre dans l'escalier à vis qui s'enfonce dans une sorte d'obscurité sans fond. C'est à ce moment-là que le duc d'Enghien commence à réaliser et commence à s'inquiéter véritablement. « Où me conduisez-vous » dit-il. « Si c'est pour m'enterrer vivant dans un cachot, j'aime encore mieux mourir. » Il y a un silence, nous dit André Castelot. Chacun entend battre son cœur. « Monsieur, dit enfin Harel d'une voix étouffée, veuillez me suivre. »
et rassemblez tout votre courage. Alors on continue dans cette espèce d'escalier à vis, on arrive, j'ai fait moi souvent ce chemin quand je travaillais au château de Vincennes, vous savez, ça fait partie vraiment des événements qui ont imprégné les murs là-bas. On arrive donc en bas, dans les douves, enfin plus exactement dans les fossés du château, car il n'y a pas d'eau, enfin il y a de l'eau parce qu'il y pleut beaucoup et beaucoup de boue bien entendu. Et là, après avoir passé la tour du gouverneur, la tour de la surintendance, cette fois, le duc d'Enghien devine, plus qu'il ne les voit, massés dans l'ombre derrière cette pluie qui continue de tomber de façon très drue. Il voit les détachements de toutes les troupes qui ont envahi le château. Cette fois, le duc d'Enghien a compris. Il voit comme dans un mauvais rêve un sous-officier s'avancer vers lui, nous dit André Castelot. L'homme tient à la main un falot. Il s'arrête à 2 pas et non sans mal déplie une feuille de papier, c'est le jugement et c'est là qu'il va apprendre qu'il est condamné à mort. Alors y a-t-il quelqu'un qui veuille ici me rendre un dernier service, demande-t-il, et c'est un lieutenant de gendarmerie qui s'avance. Le duc d'Enghien demande des ciseaux, il va se couper lui-même une mèche de cheveux, la nouer à la bague qu'il portait, à un anneau d'or, et le remettre au lieutenant de gendarmerie en lui demandant de remettre ce souvenir de lui à Charlotte de Rohan. C'est cette compagne dont nous parlait tout à l'heure Jean Tullard et qui l'attendait à Ettenheim à ce moment-là. Il demande un prêtre, pas de capucinade, crie Savary qui se trouve en haut sur la passerelle. Enghien, à ce moment-là, se met à genoux, il va prier un moment, puis il se relève, il s'avance, il faut donc mourir, dit-il, et de la main des Français. Et l'on entend encore la voix de Savary qui décidément aura été le mauvais génie de cette nuit et de cet acte. « Adjudant » hurle-t-il, « commandez le feu !» Le sous-officier enlève son chapeau, c'était le signal convenu. La salve éclate, elle roule dans les fossés, se répercute longuement. Vous imaginez les échos qu'il peut y avoir. Une fumée épaisse qui rend la nuit encore plus opaque, envahit donc l'endroit et on a tué le duc d'Enghien qui va être jeté dans un fossé qui avait été creusé la veille. A priori, la destination du dit fossé était de recueillir des immondices. Eh bien, on le jette avec les immondices dans ce fossé. Et quelques instants plus tard, nous dit Castelot, il n'y a plus au fond des fossés que le chien Moïlof qui tourne en rond autour du tertre boueux et qui hurle à la mort. J'aimerais que nous revenions sur les circonstances de la mort du duc d'Enghien, mais aussi sur toutes les implications politiques que cela a pu avoir. Nous allons le faire dans un instant, en compagnie toujours de Jean Tullard bien entendu, et de Jean-Marie Rouart qui nous a rejoint et qui vient de publier sur Napoléon Bonaparte un ouvrage tout à fait remarquable. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à l'assassinat du duc d'Enghien avec vous, Franck, et vos invités. Oui, mes invités, Jean Tullard de l'Institut qui nous a littéralement ouvert des perspectives à propos de cet assassinat du duc d'Enghien. Nous allons conclure aussi avec lui et Jean-Marie Rouart de l'Académie française, auteur de Napoléon ou la destinée chez Gallimard. Et j'ouvre cet ouvrage à la page 183, voilà ce que j'y trouve. À la Malmaison, devant la cheminée, Napoléon observe toujours le feu. À cette heure, le procès, si on peut appeler ainsi cette parodie de justice, doit être terminé. Il ne doute pas un instant que les instructions qu'il a données à Murat et à Savary ont été suivies, la condamnation à mort du duc. Mais son exécution, l'ignore-t-il ? Cette question nous fait entrer dans les arcanes de son âme complexe, tout en semblant avoir confié une mission précise à Savary. Tout doit être fini dans la nuit. Il a fait porter à Réal, le chef de la police, agent plus subtil que le rustre Savary, un ordre de mission qui semble contredire le premier en laissant une porte ouverte à la clémence. Dans cette lettre, il demande à Réal de poser plusieurs questions, ces questions au duc, concernant les soupçons qui pèsent sur lui. Ce billet, porté en urgence à son domicile, Réal, qui a donné des ordres pour ne pas être dérangé, prétendra n'en avoir eu connaissance que le lendemain matin à son réveil. Cette excuse laisse perplexe, nous dit Jean-Marie Rouart. S'il n'y a aucun doute sur l'existence de cette lettre, on voit mal comment un ordre exprès du premier consul à son chef de la police ne lui a pas été remis aussitôt. Les proches collaborateurs de Napoléon savent, par expérience, qu'ils sont à son service de jour comme de nuit. Alors, duplicité de Réal ou double jeu du premier consul? On entre dans le domaine des suppositions.
Bonjour Jean-Marie Roire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors vous posez là une des questions que pose évidemment cet assassinat du duc d'Enghien. Est-ce que Réal, donc qui était chargé de la police, a fait exprès de ne pas lire la lettre du premier consul dans laquelle une ouverture vers une survie du prince était envisageable? Alors ça reste un mystère, bien entendu, mais je crois qu'il y a eu aussi l'influence de Murat, puisque Savary est allé voir Murat et que Murat a certainement poussé à l'exécution la plus rapide. Mais ce qui me laisse perplexe, ce sont les mémoires de Savary. Savary, en 1829, publie ses mémoires, donc très longtemps après, et que dit-il? Il dit qu'il est reçu à la Malmaison le lendemain matin, donc je ne dirais pas de l'assassinat, je dirais de l'exécution Restons neutres. Du duc d'Enghien. Et là, il est reçu par Napoléon Bonaparte, très mécontent, qui lui dit textuellement « Mais pourquoi cette exécution? Cette affaire me dépasse. Voilà un crime qui ne mène à rien. » Ça, cette phrase, elle est dans les mémoires de Savary. Alors, et Savary est un peu confus. Il se dit, finalement, j'ai outrepassé la volonté de Napoléon Bonaparte. Donc il me semble que, bien sûr, à partir de ce moment-là, Napoléon va complètement revendiquer, et à Sainte-Hélène, il revendiquera cette exécution, pour ne pas reprendre le mot assassinat, et parce qu'il ne peut pas mettre en cause les exécutants. Mais moi, mon idée, c'est qu'il espérait que le duc d'Enghien ferait amende honorable, même qu'il le rallierait. Et c'est tout à fait dans cet état d'esprit, puisque même Cadoudal, il a essayé de rallier Cadoudal à sa cause. Donc il pouvait espérer qu'il pourrait gracier le duc d'Enghien après une contrition du duc. Voilà. Il fallait que le prince fût condamné. Voilà. Mais après cette condamnation, une grâce était possible. Voilà. Et malheureusement, là, Savary a peut-être été un peu vite en besogne, Jean Tullard. Oui, il a été vite en besogne, mais il y a deux personnes que ça arrange tout particulièrement. C'est d'une part Fouché et d'autre part Talleyrand, l'un des grands responsables de l'enlèvement et auquel le duc de Bourbon, le père, pardonnera sous la monarchie de Juillet. C'est tout dire. En réalité, en précipitant les événements, on a fait couler le sang des Bourbons par Napoléon. Il s'est fait de la Convention. Il est désormais impossible de rétablir les Bourbons sur le trône dans le cas de Bonaparte. C'est-à-dire que Bonaparte ne sera pas le général Monck. Les deux solutions qui triomphent, c'est celle de Fouché et celle de Talleyrand, toujours les mêmes, qui vont se retrouver, Fouché retrouvant son portefeuille de ministre de la police, qui vont se retrouver dans le Conseil des ministres qui suivra. On a l'impression que ces deux intelligences-là, que beaucoup plus tard et dans d'autres circonstances, Chateaubriand qualifiera du vice appuyé sur le bras du crime, on a l'impression que ce Fouché et ce Talleyrand, les personnages du souper, n'est-ce pas, la célèbre pièce, ont un peu dominé cette époque et ont manipulé bien des personnages, à commencer par Bonaparte lui-même. Ce que j'apprécie beaucoup dans votre ouvrage Jean-Marie Roire, qui s'appelle donc Napoléon ou la destinée, c'est qu'il renoue avec une discipline qu'on a souvent tendance à laisser un peu de côté, qui est la philosophie de l'histoire. Moi j'adore ça, la philosophie de l'histoire, parce qu'après tout, ce réservoir d'expériences humaines presque inépuisable qu'est l'histoire n'a d'intérêt qu'à partir du moment où l'on se pose des questions et où l'on fait des réflexions à ce sujet. Je crois que vous me faites un très grand compliment, mais un compliment presque accablant. Non, j'ai essayé de raconter, parce que c'est un livre qui raconte beaucoup d'histoires, et j'ai vu Napoléon Bonaparte sous un angle inattendu, c'est l'angle de l'échec. Puisque je me suis posé la question, au fond, pourquoi... Il n'y a pas que des réussites dans cette saga-là, non, loin de là. Mais pourquoi sommes-nous autant identifiés, en tout cas c'est mon cas, depuis l'âge de 18 ans, à Napoléon Bonaparte? Pourquoi est-ce que tous les personnages de romans du 19e siècle se sont identifiés à Napoléon Bonaparte, à commencer par Balzac, qui disait « il faut être le Napoléon de quelque chose ». Et j'ai compris à ce moment-là que cette identification passait par ses échecs. Et finalement, quand il est trompé horriblement en Italie par Joséphine, qu'il est là en pleine gloire, tout le monde l'adule, et que Joséphine ne veut pas venir le rejoindre, qu'il est obligé d'écrire à Barras pour le supplier, lui, à l'amant de Joséphine, pour lui supplier de la faire venir, eh bien, je dois dire, on se met à sa place. Et soi-même, quand on est trompé, ce qui arrive, eh bien, on peut se dire, tiens, je suis trompé,
comme Bonaparte. Eh bien, je crois que cette identification, elle se produit tout au long de sa vie, parce que sa vie, elle est tissée d'échecs. Et ce qu'il y a de remarquable chez Napoléon, c'est cette faculté qu'il a de rebondir après les échecs. Je raconte comment il est dans la berline transformée en traîneau avec Caulaincourt après l'échec de la campagne de Russie. Eh bien, il s'amuse, il rit, il philosophe, il imagine sa vie. Et déjà, il est reparti vers autre chose, vers un rêve. Parce que c'est un homme qui passe son temps à rêver et qui, d'une certaine façon, et c'est là peut-être le miracle de Napoléon, non seulement il a rêvé beaucoup, mais il a fait beaucoup rêver les Français. Merci beaucoup, Jean-Marie Roire. Napoléon ou la destinée, c'est édité chez Gallimard et l'on a bien compris que c'est une vision de l'histoire dans laquelle vous insistez sur les points que d'autres historiens auraient tendance à passer, sinon sous silence, du moins au second plan. Vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt que tout le monde et c'est peut-être ce qui explique cette identification dont vous parliez. Je tenais à citer également ce qui se passe en ce moment du côté de Rueil-Malmaison, dans le domaine de Malmaison et puis tout autour. C'est depuis hier, ça a commencé hier et c'est toute une série de reconstitutions historiques qui permettent à la ville de renouer avec l'âge d'or qu'a connu Malmaison à la grande période consulaire et impériale. Le mieux, c'est de se rendre sur notre site internet pour savoir, pour connaître le programme et pour savoir tout ce qui se passe là-bas. Et puis je voulais juste répondre d'un mot à Patrick qui nous demande si le duc d'Aumale a été l'héritier du duc d'Enghien. Non, il a été l'héritier de son père, en l'occurrence, puisque le père a survécu au fils dans cette affaire sanglante.